D'accord, c'est rien. Donc, je me présente, je suis le docteur Darras, je suis pneumologue, je travaillais à la clinique, à l'hôpital Saint-Philbert, à l'Homme, à côté de Lille. Et pendant une quinzaine d'années, j'ai eu la responsabilité d'une dizaine de lits d'exploration de sommeil. Je suis en retraite. Et puis, c'est pas que je m'ennuyais, mais enfin, ça me manquait un peu. Donc, je retravaille ici à la clinique Elsa. Voilà, je suis tombé dans le sommeil il y a à peu près 25 ans. Et de pneumologue, je suis devenu spécialiste du sommeil. Bien. La première diapositive, c'est un dauphin. Pourquoi je commence par cette diapositive? Parce qu'à votre avis, comment ça fait pour dormir un dauphin? Un dauphin, ça doit respirer. Si ça ne va pas de la queue, si ça ne fait pas bouger ses nageoires, ça coule et ça se noie. Donc le dauphin a développé un truc qui est très particulier, c'est qu'il est capable de dormir la moitié de son cerveau, puis l'autre moitié. Le problème, c'est que quand il dort d'un côté, il est hémiplégique, il est paralysé. Et donc, il tourne en rond. Et puis après, il va tourner dans l'autre sens. Tous les animaux dorment, et a priori, tous les êtres vivants dorment. On commence à voir publier des trucs sur les êtres unicellulaires, les paramécies, et on arrive à déterminer qu'ils ont un cycle éveil-sommeil, et pendant le sommeil, leur métabolisme diminue. Il semblerait que même les arbres dorment. Il y a une autre anecdote sur les animaux, puis après on passera à l'être humain. Comment ça fait pour traverser la mer Méditerranée les petits oiseaux, les canards et les oies? Il faut que ça dorme. Ça ne peut pas tenir 14 heures, 20 heures sans dormir, ce n'est pas possible. Vous raconterez après des expériences de déprivation de sommeil, c'est assez catastrophique. Alors en fait, quand vous voyez les oiseaux migrateurs, ils volent ou en V ou en ligne. Quand ils sont en ligne, le premier, il monte le plus haut possible, il fait coin-coin, tous les oiseaux bloquent leur aile, sauf le chef, et puis ils vont planer, ils vont descendre, et quand ils sont descendus trop bas, le chef, il fait coin-coin, tout le monde remonte, et le chef, il passe derrière. Et comme ça, ils sont capables d'aller très loin. Allez, on y va. Donc, la majeure partie de cet exposé vient de cet ouvrage qui s'appelle « Le sommeil normal et pathologique ». Alors, pour faire un petit peu d'histoire, les premiers articles qu'on a sur le sommeil datent de 1880 par M. Gélineau, c'était un médecin français militaire qui avait découvert la narcolepsie. On parlera de la narcolepsie après. 1918-1920, c'est des épidémies d'encéphalite. Alors, elles étaient à la fois virales et surtout toxiques au niveau des huiles, et ça a surtout été rapporté par les Espagnols. Et ça créait des lésions hypothalamiques ou antérieures ou postérieures. Et selon la localisation de la lésion, ça créait ou des insomnies ou des hypersomnies. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte que l'hypothalamus, c'est l'endroit où on gère le plus. On verra que tous les noyaux centraux agissent, mais c'est là vraiment le centre du sommeil. 1925, c'est la découverte de l'électroencéphalogramme. Hein, c'est les électrodes qu'on met sur le crâne et on regarde l'électricité qui est dans le cerveau. Le premier enregistrement de sommeil, 1950. Donc on a quand même mis du temps. La découverte du sommeil paradoxal, on y reviendra, je vous raconterai ce que c'est. C'est Jouvet, le professeur Jouvet à Lyon, c'était un Français. Et la découverte du syndrome d'apnée du sommeil, c'est ça la grosse pathologie du sommeil, c'est 1976, le professeur Guy Eminot, qui était lui aussi français. Alors, petite anecdote,
il était neurologue d'origine, il a demandé à son chef, son chef de service, de faire son clinica la nuit. Son chef avait l'esprit ouvert, il lui a dit pourquoi pas, après tout. Donc il a travaillé pendant 4 ans, le clinica c'est 4 à 5 ans. Il a fait quelques très très belles publications. Et puis au bout de 4-5 ans, il a demandé à son chef, est-ce que vous avez un poste pour moi? Et son chef lui a dit non. Donc il a dit, bon, ben, c'est tout, je vais aller m'installer en ville. Et comme il avait fait quelques très belles publications, il y a Stanford qui l'a appelé aux États-Unis, qui lui a dit, on vous offre un service de 15 lits, une maison et une voiture de fonction. Inutile de vous dire qu'il est parti très vite, et pendant 10 ans, il a refusé de parler français. Ça, c'est pour l'anecdote. Je ne comprends pas. Vous pouvez passer à la question ? Ouais. Alors, lorsqu'on est en éveil, c'est le cortex, le haut du cerveau, la substance grise, qui stimule tout le reste du cerveau. Lorsqu'on est en sommeil, selon que l'on est en sommeil lent, je vous expliquerai après les différents stades du sommeil, c'est les stades et les régions de l'hypothalamus qui vont s'auto-inhiber ou s'auto-stimuler, mais c'est quelque chose, ce que je veux vous transmettre, c'est quelque chose d'actif. Pendant très longtemps, on a pensé que le sommeil, c'était on ferme le courant et on dort. C'est pas ça du tout. Pendant le sommeil, il se passe tout un tas de trucs et ce sera la première partie de mon exposé. Donc ça, c'est le sommeil lent où on diminue l'activité de l'hypothalamus postérieur. Et ça, c'est le sommeil paradoxal où là, on va stimuler le bulbe. Et c'est ça qui va créer le sommeil paradoxal. Je vous expliquerai ce qu'est le sommeil paradoxal ensuite. Donc le sommeil paradoxal, c'est là où on rêve le mieux. On rêve dans tous les stades de sommeil. Mais quand on est en sommeil lent, profond ou en sommeil léger, quand on vous réveille pour essayer de savoir à quoi vous avez rêvé, vous êtes tellement dans le cake, dans le potage, que vous n'arrivez pas à vous souvenir. Quand on vous réveille en sommeil paradoxal, ou quand on attend la fin du sommeil paradoxal que vous vous réveillez, à ce moment-là, vous avez un rêve avec un scénario, de la couleur, du son et de la musique. C'est vraiment le sommeil le plus, enfin, les rêves les plus coordonnés. Alors, ici, vous avez une thermographie, ça calcule la température du cerveau. Et là, vous avez le patient qui est en train de faire un exercice de mathématiques. Et ce qu'on a remarqué, c'est que en sommeil paradoxal, on a exactement le même aspect. C'est-à-dire que durant le sommeil paradoxal, le cerveau continue à travailler sur les endroits où il a été obligé de travailler dans la journée. Un sommeil, un cerveau toujours en thermographie, en état de veille, ici en état de sommeil lent, léger, et là en sommeil paradoxal. Donc vous voyez que dans le sommeil paradoxal, le cerveau est très actif. Lorsqu'on fait des expériences d'apprentissage, alors il y a 2 types d'expériences, là on est en éveil et on apprend. C'est non G, c'est-à-dire non mathématique, ou c'est G mathématique. Et puis on fait une bonne nuit de sommeil et on regarde le taux d'erreur. Et vous voyez qu'au niveau du G ou du non G, on a baissé son taux d'erreur. C'est-à-dire que durant la nuit, votre cerveau a continué à apprendre ce qu'il avait appris dans la journée. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de professeurs aussi, qui ont essayé d'enregistrer des cours et on se mettait des oreillettes, etc. et on dormait. Ça ne marche pas. Il faut que le cerveau fasse ça tout seul. Ici, c'est pareil, c'est durant l'apprentissage, on éveille. En sommeil paradoxal, les mêmes zones s'activent.
Et ce qui est plus intéressant, c'est ici, vous êtes en sommeil lent profond, et ces zones vont être complètement désactivées. Et si elles ne se désactivent pas, on n'apprend pas durant le sommeil. Donc, c'est vraiment tout un tas d'échelons qu'il faut absolument respecter si on veut avoir un sommeil normal. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, mais enfin, pour rester simple et accessible, ce sont les stades de veille. Durant la journée, on n'est pas en même état d'apprendre selon les moments. Le moins bon exemple, c'est après le repas du midi, pour peu qu'on ait mangé un peu gras et qu'on ait bu un verre de vin rouge, au niveau de l'apprentissage, c'est pas la joie. Chez les enfants, c'est exactement pareil. C'est pas la peine de leur faire reprendre l'école trop tôt, trop vite, après avoir mangé. Vaut mieux qu'ils aillent se détendre pendant 1 heure à la cour avant de réapprendre. Sinon, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Le professeur, il perd son temps. Alors, ça, c'est les expériences de déprivation de sommeil. Non, c'est les expériences d'isolement temporel. Vous avez tous vu à la télévision des gens qui vont dans les grottes et qui restent dans les grottes pendant 8, 10, 15 jours, 1 mois. Et on a fait l'expérience de les dépriver complètement de rapports temporels. Ils ne savent plus s'il fait jour, s'il fait noir, et ils ne savent pas l'heure. Et ce qu'on a remarqué, c'est que au lieu de vivre sur une période de 24 heures, comme nous on fait, ils vont se décaler avec toujours un sommeil de 6-7 heures, mais sur une période de 26-27 heures. Notre horloge biologique, elle est réglée sur 26-27 heures, pas sur 24 heures. Si on nous supprime notre soleil, on se met en 26 heures. Et il y a même plus loin, lorsqu'on lorsqu'on augmente cette durée d'isolement temporel, on peut aller jusqu'à 33 heures. Alors moi qui suis un lecteur de science-fiction, j'aime bien toujours raconter la même chose. En fait, la Lune est un astre qui a été rapporté. Au départ, la Terre était sans la Lune. Et à ce moment-là, elle tournait en 33 heures. C'est du Darras tout seul. Hein. Non, mais c'est important à dire. Alors, ça, c'est quelque chose que vous devez absolument vous mettre dans la tête si vous voulez comprendre ce que c'est que le sommeil. C'est ce qu'on appelle l'hypnogramme, ce que je fais tous les jours, c'est analyser toutes les ondes du sommeil, je vous montrerai après, et vous avez ici un sommeil normal. Un sommeil normal, c'est endormissement, sommeil lent léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal ici en gras. Sommeil lent léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal. 2e train de sommeil, 3e train de sommeil, 4e train de sommeil. En fin de nuit, on ne fait plus de sommeil lent profond. Ce qui fait que les étudiants qui s'amusent à aller se coucher à cette heure-là pour travailler leur examen, comme ils ne font plus de sommeil lent profond, ce qu'ils ont appris dans la journée, c'est très mal mémorisé. Donc, ce n'est pas ça du tout qu'il faut faire. Ce que je proposais, moi, c'est à mes étudiants, quand vous décidez de faire la fête, vous faites la fête complètement. Mais ce n'est pas la peine de passer votre journée à travailler. Alors, durant le sommeil, il se passe énormément de petites choses et je vais vous montrer ici. Ici, c'est l'hormone de croissance. Vous allez me dire, l'hormone de croissance, à nos âges, pas beaucoup d'intérêt. Eh bien, si, parce que quand vous faites un coup comme ça, j'ai cassé une dizaine de mes petits vaisseaux et c'est grâce à l'hormone de croissance que je vais les réparer. Donc, même à nos âges avancés, ça sert l'hormone de croissance. Et si on ne met pas d'hormone de croissance, qu'est-ce qui va se passer? On va faire de l'athérosclérose. Et cette hormone de croissance, elle est sécrétée, vous le voyez ici, dans les premiers stades de sommeil lent profond. Alors, il faut bien vous imaginer que ces expériences, c'est vachement coton à faire. Vous imaginez quelqu'un qui est branché avec des électrodes, et si vous demandez à l'infirmière d'aller lui faire
de sang pour doser l'hormone de croissance, on va le réveiller, on va perturber son sommeil, et donc l'expérience n'a plus aucune valeur. Donc en fait, ils sont dans une chambre isolée, une tubulure qui passe à travers le mur, et l'infirmière fait la prise de sang à travers la tubulure et à travers la perfusion. Vous voyez le travail que ça demande. C'est pour ça qu'on a eu du mal à faire ce type d'expérience. C'est important que vous le sachiez. Ça, c'est la CTH. La CTH, c'est la sécrétion du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui nous met en forme. Eh bien, cette hormone de la CTH, elle est sécrétée en fin de nuit lors du dernier stade de sommeil paradoxal. Si on ne fait pas bien du sommeil paradoxal, on ne sécrète pas de cortisol et on est tout mou dans la journée. Votre bandeau, là-haut, on peut le faire disparaître? Non. Non, c'est pour les gens. Bon, c'est pas possible. Alors, là, c'est le système rénine-angiotensine, c'est ce qui règle l'hypertension artérielle. Ça commence à devenir un petit peu spécifique. Ça, c'est les gens qui dorment moins de 6 heures par nuit. Et vous voyez que entre 1985 et 2004, il y a beaucoup plus de gens qui dorment en dessous de 6 heures. Et ça, c'est pas bon, et je vais le montrer après. Ça, c'est le niveau de glucose dans le sang, donc c'est le diabète. On met quelqu'un sous perfusion de glucose et puis on laisse dormir. Et on voit qu'entre 24 heures et 8 heures du matin, son taux de glucose, il augmente. Et on va voir après pourquoi. C'est à cause d'un certain nombre de sécrétions d'hormones durant le sommeil. La première des hormones, c'est la leptine. C'est une hormone qui n'est pas beaucoup connue, sauf des gens qui font du sommeil. Et donc ça, c'est 4 heures de sommeil, et ça, c'est 12 heures de sommeil. Vous voyez que la sécrétion, elle n'est pas du tout la même. Donc, il vaut mieux dormir 12 heures. Surtout que vous allez voir que la leptine a un rôle important sur l'appétit. Ça, c'est le score d'appétit des gens. Et vous voyez que les gens qui dorment 4 heures, ici en rouge, ont un appétit beaucoup plus féroce que les gens qui dorment 6 heures. Conclusion, les gens qui dorment mal ont tendance à grossir. Alors, ici, il y a 6 diapositives qui vont succéder. Ça, c'est le taux d'obésité en bleu et en bleu ciel en 95 aux États-Unis. Et donc, là, on a ici à peu près 15% des gens obèses. Et puis maintenant, on va faire défiler la carte. 96, 97, on commence à voir apparaître un taux de 15% d'obèses dans certaines régions des États-Unis. 98, ça continue à augmenter, c'est une véritable épidémie. 99, ça devient dramatique. 2000, et en 2000, on voit apparaître des taux de 20 à 30% d'obèses dans certains États. 2003, 2004, et en 2005, des taux supérieurs à 30%. Ce qui fait qu'aux États-Unis, ils commencent à s'agiter énormément. Ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée à nos collègues belges, et elle est très discutable. Au niveau scientifique, elle n'a pas été prouvée. Mais vous voyez ici le nombre d'heures de sommeil des gens entre 1950 et 2000, et vous avez ici le taux d'obésité. Statistiquement, ça c'est fiable. Mais la méthodologie de l'étude est sujette à caution. Mais bon, moi, cette diapositive, elle m'intéresse. Sommeil et diabète. Donc, 6 dettes de sommeil, diminution de la sensibilité à l'insuline de la graisse péri-ombilicale. Alors, petite anecdote, mais vous allez comprendre pourquoi les études sur le sommeil, c'est difficile. On a pris des étudiants en médecine aux États-Unis
Et on leur a proposé de bien dormir et on leur faisait une biopsie de la graisse ombilicale. Et puis après, on les empêchait de dormir. Alors, c'était des petites sonnettes, des pluches, des machins, du bon. Et on a regardé la sensibilité des cellules, on a refait une biopsie, et on a regardé la sensibilité de ces cellules à l'insuline. Et on a vu leur sensibilité se casser la figure. Ils étaient grassement payés. Heureusement. Faire biopsier le ventre, mais... Donc, dans les hormones, la leptine diminue la faim, et on a vu quand on dormait mal, on diminuait son taux de leptine, donc on augmente sa faim, et la gréline l'augmente. Voilà, ça c'était le sommeil normal, c'était pour vous expliquer que c'est pas, le sommeil est quelque chose de très bien architecturé, et il faut le respecter en tant que tel. Et c'est pour ça que j'ai aimé le sommeil, parce que moi, quand j'ai fait mes études médicales, on ne m'a jamais parlé de pathologie de sommeil. Donc, c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc, l'exposé, ça va commencer par les insomnies, puis les hypersomnies, puis les troubles du rythme circadien, c'est-à-dire l'horloge biologique qui se dérègle. Les pathologies liées ou aggravées pendant le sommeil, bon, c'est l'apnée du sommeil. Ça. Et puis après, on terminera rapidement sur les parasomnies. C'est par exemple le somnambulisme. Alors, les insomnies, c'est parti. Définition des insomnies. Au départ, on était très puriste et on a parlé d'une latence d'endormissement. Donc, on met le patient dans son lit et on attend de voir à quel moment il s'endort. Ça s'appelle la latence, le temps qu'il met pour s'endormir. Le temps total de sommeil, et on s'est rendu compte que ça excluait beaucoup trop de gens qui se plaignaient d'insomnie. Donc la définition de l'insomnie, c'est devenu quelque chose de très subjectif. Et ça, pour les médecins, les scientifiques, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Mais c'est comme ça qu'on les a classés. Ce sont les gens qui vont... le sommeil est perçu par le patient comme difficile à obtenir, insuffisant, insatisfaisant et non récupérateur. Et là, on arrive à avoir une population de gens insomniaques. C'est le plus fréquent des troubles du sommeil. Et il faut comprendre l'inconfort du patient. Ça nous est tous arrivé d'avoir des nuits où on ne dormait pas parce que dans la journée, on a été traumatisé. Et puis le sommeil, il ne vient pas. Et le matin, on se lève, on n'est pas en forme. Hein. Donc, très nombreux tableaux cliniques en fonction des plaintes diurnes et des plaintes nocturnes. L'insomnie est quelque chose de très rarement isolé. L'insomniaque, il a une psychologie un petit peu particulière. Et quand il vient voir un médecin du sommeil, on va commencer à lui poser tout un tas de questions. Et il va, au bout de 2 minutes, il va dire « Mais attendez, docteur, vous êtes en train de partir n'importe où. Moi, je viens pour mon sommeil, point. Je n'ai pas à vous parler du reste. » Et si on ne parle pas du reste, on n'arrive pas à faire son métier correctement. Donc, dès le départ, le rapport entre l'insomniaque et le médecin, il y a d'emblée un petit peu de conflit. Pour le médecin, obligation d'une vision globale psychopathologique. Ça, c'est les insomniaques dans les rues de Paris. Alors, dans les insomnies, il y a les insomnies occasionnelles et les insomnies chroniques. Les insomnies occasionnelles, c'est la mauvaise hygiène de sommeil. C'est quand on prend une tasse de café très fort avant d'aller se coucher. En général, ça nuit à la qualité du sommeil. C'est commencer à faire des exercices physiques. Le cerveau, quand il doit bien dormir, il faut qu'il ait froid. Donc, une chambre trop chaude, ce n'est pas bon. Ça peut créer d'une insomnie. La couleur de la chambre. Si vous peignez une chambre en rouge vif sang, vous allez mal dormir. L'exercice physique, les variations trop importantes de l'heure du coucher.
Par exemple, les travails postés chez les infirmières, vous voyez, c'est pareil. Hein. L'augmentation du temps de passé au lit, si vous passez trop de temps au lit par rapport à votre durée de sommeil physiologique, chacun a la sienne, et les gens qui font des siestes trop longues. Les insomnies liées à l'environnement, c'est les bruits, la lumière. Le plus bel exemple, c'est quand j'allais en congrès, ma première nuit dans l'hôtel. Je ne dormais pas. Et après, ça allait mieux. J'étais habitué à l'entourage, etc. Ajustements liés à un stress familial, à un examen. Et les effets rebonds, ça on y reviendra, c'est l'arrêt des traitements hypnotiques. Il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments pour dormir. On verra tout à l'heure que ça ne marche pas et c'est dangereux. Et en plus, ils ont un fil à la patte et ils sont dépendants de leur neuroleptique. On passe. Alors, l'insomnie psychophysiologique, c'est la plus importante des insomnies. Ça représente 15 à 20% des insomnies. C'est la plus complète des insomnies, avec difficultés en endormissement, réveil nocturne et troubles diurnes. C'est une véritable entité qu'on peut créer. Comme exemple, je vous citerai M. Éric Tabarly. Il s'est formé à l'école de sommeil de Bordeaux pour faire ses courses transatlantiques. Et on lui faisait faire des siestes dans la journée. 2 heures de sommeil, 4 heures de veille, 2 heures de sommeil, 4 heures de veille. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand on commençait la course, Éric Tabarly commençait directement à faire ça, et donc les petits jeunes, ils passaient devant. Parce que les petits jeunes, ils étaient à la barre et ils faisaient 20 heures d'éveil. Puis au bout de 3 jours, ils craquaient, ils allaient coucher, et là, à ce moment-là, Tabarly passait devant. Le problème, c'est que quand il revenait sur Terre, il gardait son rythme de sommeil. Et on l'a vu plusieurs fois dans les grosses têtes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, où il piquait du nez, il s'endormait, parce que c'était son heure. Donc, on avait créé chez lui une insomnie, parce que la nuit, il ne dormait pas. Donc, ça se crée. Le problème, c'est que quand c'est créé, pour régler l'horloge biologique, chez coton. Alors, l'insomnie psychophysiologique commence relativement tôt, entre 20 et 30 ans. Il existe la plupart du temps une cause, un stress. La dernière que j'ai vue ici, au bout d'un quart d'heure d'interrogatoire, l'interrogatoire de M. Darras, vous imaginez le patient, c'est un steak dans la poêle, et on allume en dessous. Et elle a fini par avouer qu'à 16 ans, elle s'était fait violer. Et c'est depuis ce temps-là qu'elle avait son problème de sommeil. Donc, progressivement, ça s'aggrave. Et puis, à la période d'état, on va voir les plaintes, les données de la polysomnographie, les dysfonctionnements des diurnes, les troubles de l'humeur et les plaintes somatiques. Alors, les plaintes de l'insomniaque, même fatigué, je n'ai pas envie de dormir. Dès que je suis au lit, il y a mon cerveau qui commence à galoper. Je suis tendu physiquement, je ne dors pas, je veille et je suis fatigué dans la journée. Il y a un autre problème, c'est la psychologie de l'insomniaque, c'est que quand on commence à allumer les lumières, c'est qu'on se rapproche de la nuit et c'est qu'on va aller se coucher. Et à partir de ce moment-là, ça commence dès là. Dès ce moment-là, il commence à paniquer en disant « je vais passer encore une mauvaise nuit, je vais me réveiller, je vais être fatigué, etc. » C'est vraiment un cercle vicieux avec des petits vélos. Alors, en polysomnographie, il y a une énorme variabilité d'une nuit à l'autre. L'insomniaque, il n'est pas insomniaque toutes les nuits. Il le pense, mais il ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on remarque? Une augmentation de la latence d'endormissement, je vous ai dit ce que c'était, augmentation du nombre de réveils, sommeil, il est quasi normal. Lorsqu'on fait des tests de latence de réendormissement,
C'est-à-dire qu'on va réveiller des normosomniaques et des insomniaques. En général, c'est toujours la petite clochette. Et puis, on va les enregistrer et on va regarder leur latence d'endormissement. La latence d'endormissement entre le normosomniaque et l'insomniaque est la même. Par contre, le lendemain matin, quand on va discuter avec l'insomniaque, il va dire « Ouais, vous m'avez réveillé à votre clochette, mais je ne suis jamais rendormi. » Il y a une mauvaise conception de son sommeil. Ils perçoivent le temps écoulé entre deux éveils comme un éveil continu. Alors, vous avez ici, bon, j'en ai 4, oui, il y en a 4, 4 polysomnographies du même insomniaque. Vous voyez ici un sommeil qui est quasi normal. Il y a bien 4 trains de sommeil paradoxal. Il y a du sommeil lent profond. Bon, il y a beaucoup d'éveils, ça c'est des éveils. Ici, il y a une insomnie d'endormissement. Il va s'endormir très tard, vers 2 heures du matin. Ici, il y a un sommeil normal. Et ici, il y a un petit délai de latence d'endormissement. Mais vous voyez que la structure de son sommeil est normale. Décalée, mais normale. Les dysfonctionnements diurnes que ressent l'insomniaque, c'est une fatigue permanente, une sensation de coup de barre permanent. Il se sent en permanence entre l'éveil et le sommeil. Mais quand on fait des tests itératifs de latence d'endormissement, j'explique, c'est compliqué. On va prendre un patient, on va lui coller tout le matériel de l'électroencéphalogramme et 5 fois dans la journée, on va lui dire, vous allez dans votre chambre, on va éteindre la lumière, fermer la porte. Et on va regarder la latence qu'il a pour s'endormir. La latence d'endormissement entre l'insomniaque et le normosomniaque est la même. Il n'y a pas de différence. Ils signalent des altérations de leur faculté mentale, mais les tests de vigilance et d'apprentissage sont les mêmes. Ils ont des troubles de l'humeur et des maladies psychosomatiques, l'hypertension artérielle, l'asthme, etc., etc., etc. Là, ils en ont beaucoup plus que les autres. Voilà, ça c'est les troubles de l'apprentissage qu'ils n'ont pas, mais qu'ils ressentent, en disant j'ai du mal à apprendre. Alors, au niveau physiopathologie, on va rester simple, ne vous inquiétez pas, c'est des inversions de signaux que reçoit le cerveau. Lorsqu'on va dans la chambre, on est calme, eux ils sont stressés. Lorsqu'on se met en décubitus, on est calme, on ne pense presque plus à rien. Eux, ils sont en pleine réflexion. Et dès qu'on éteint la lumière, ils deviennent anxieux. Donc ça, c'est les inversions de signaux. Ça, c'est l'insomnie psychosomatique, la plus importante. Après, vous avez des insomnies organiques, traumatiques. La sclérose en plaques, par exemple, crée des insomnies, c'est des atteintes du cerveau, les infections et évidemment les douleurs. Quelqu'un qui a mal la nuit, il va mal dormir. Et ça se prend en charge aussi. Les insomnies psychiatriques, c'est les dépressions, la maladie de Parkinson, par exemple, aussi, les insomnies. Et les causes médicamenteuses, c'est les gens qui prennent des amphétamines. Bon, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Les antidépresseurs, tout ce qui est antidépresseur va détruire le sommeil lent profond. Les antiparkinsoniens, les bêta-bloqueurs et des vieux médicaments comme la théophiline qui est plus utilisée. Les effets des benzodiazépines. Donc, je ne vais pas citer de nom de médicaments. Ce sont tous des anxiolytiques. Ils n'ont aucun effet sur les éveils. Par contre, le matin, ils ont un effet amnésiant. C'est-à-dire que le patient qui a pris ce genre de cochonnerie, le matin, il ne se souvient pas qu'il s'est souvent réveillé. Donc, il est content. Il a l'impression d'avoir passé une bonne nuit. Le problème, c'est que ça augmente le stress du lendemain matin, ça augmente la somnolence, ça diminue la vigilance, et ça augmente le taux de chute nocturne. Il y a une très belle étude anglaise qui a montré le taux de fracture du col du fémur chez les gens de plus de 70 ans, parce qu'ils se lèvent pour aller faire pipi.
que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Et comme ils ont pris leur saloperie de médicaments, il se passe bien dans les estomacs. Donc, ça a une seule indication, c'est les cures courtes. Il faut savoir qu'en France, on est les plus gros prescripteurs du monde de ce genre de cochonnerie. Et puis, ça entraîne ça, c'est-à-dire une dépendance. Dès qu'on va commencer à essayer de sevrer ces gens-là de leur benzodiazépine, ils vont avoir un effet rebond, et pendant 8-10 jours, c'est une véritable catastrophe. Et là, il faut quasiment les voir tous les 2 jours en consultation pour les aider, pour les stimuler, en disant c'est bien, il faut faire ça, etc. Les traitements. Donc, limiter le temps au lit, les heures strictes de lever et de coucher, se détendre avant d'aller se coucher, avec un bain tiède, par exemple, pas chaud, hein, surtout pas. Supprimer les substances excitantes, le café, l'alcool, une chambre bien aérée et à bonne température. Contrôler la fréquence du sommeil et de l'éveil. Il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, ça donne d'excellents résultats. Encore faut-il que le patient veuille y aller. Bon, ça c'était l'insomnie, un gros morceau. Le deuxième, c'est les hypersomnies. Alors, définition de l'hypersomnie, c'est un sommeil supérieur à 9 heures. Le véritable hypersomniaque, c'est 12 heures de sommeil. Donc, vous voyez, les conditions sur le travail et les conditions socio-économiques. S'il n'a pas ces 12 heures de sommeil, il n'est pas en forme. Il s'endort sur son milieu de travail. Ça nuit beaucoup au recrutement. Est-ce que c'est mauvais pour la santé? En général, c'est pathologique. Donc, oui. Mais on va voir, on y arrive. Donc, les longs dormeurs, 9 heures de sommeil. Ceux-là, ils arrivent encore à peu près à avoir une vie socio-économique correcte. Au-delà de 9 heures, ça commence à devenir très coton. Dans les pathologies, il y a la pathologie induite, c'est l'insuffisance de sommeil. Quand je faisais les cours à mes étudiants, je parlais des Game Boy. C'est vieux, hein. Mais je suis vieux. Les gamins qui ont leur Game Boy et qui jouaient jusqu'à 2 heures du matin, dans la journée, ça nuit à leur vigilance. Insuffisance de sommeil, les troubles circadiens, on en reparlera, les drogues, et les troubles primaires, c'est la narcolepsie dont on va parler, et ensuite on parlera des troubles secondaires. Alors, on a une échelle qui s'appelle l'échelle d'Epworth, il y en a plusieurs. C'est des échelles qui vont calculer, comment dirais-je, la qualité de l'éveil. Alors, il y a 8 questions. C'est par exemple, est-ce que vous avez tendance à piquer du nez quand vous regardez la télé, quand vous êtes au volant de votre voiture, quand vous êtes en train de discuter à quelqu'un, quand après le repas du midi, vous êtes dans un fauteuil bien confortable. Et puis, il y a des échelles de 0 à 4. Et à la fin, on fait son calcul. Au-dessus de 9, ça veut dire que vous êtes hypersomniaque. Vous êtes somnolent, pardon. Alors, fatigue et somnolence, ce n'est pas la même chose. La somnolence, c'est envie de dormir, c'est difficulté à rester éveillé. La fatigue, c'est je suis épuisé, je suis faible, etc. Dans les étiologies de cette hypersomnie, la première, c'est les insuffisances de sommeil. Ça représente à peu près 30% des étiologies des hypersomniaques. Ça entraîne une somnolence diurne, ça entraîne une diminution des performances, une irritabilité, une anorexie et des maladies psychosomatiques. La physiopathologie, ce n'est pas compliqué, c'est une privation de sommeil. Dans votre horloge biologique, vous êtes habitué à dormir à 8h, 8h30, et puis on va vous réveiller à 7h. Vous privez d'1h30 de sommeil, ça ne va plus aller dans la journée. Les étiologies, c'est les étudiants avant leur examen. C'est le travail posté.
C'est une véritable cochonnerie, mais bon, il faut bien travailler. Moi, j'avais proposé à mon directeur d'hôpital d'autoriser les infirmières à faire des épisodes de NAPS, comme Tabarly faisait, c'est-à-dire 1 heure de sommeil, etc. Je ne vous décris pas la veste que j'ai prise. Je ne suis pas là pour payer des gens qui dorment. Les déprivations de sommeil chez les longs-dormeurs, le traitement, c'est dormir. L'hypersomnie secondaire, c'est les drogues, les médicaments, et on reverra après les pathologies aggravées durant le sommeil. Ça, c'est l'exemple de l'enfant qui s'endort à l'école. Ça, c'est de la déprivation de sommeil à tous les coups. Mais ça peut être autre chose comme maladie. Et comme autre maladie, ça peut être la narcolepsie. Donc, la narcolepsie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était en 1880, médecin militaire. L'épidémiologie, 50 à 65 pour 100 000. 2 hommes pour une femme, c'est plus fréquent chez l'homme. 2 pics de diagnostic, 15 ans, 36 ans. Mais le délai entre le début de la maladie et le diagnostic est extrêmement long, en moyenne 10 ans. Quand on sait que la narcolepsie, c'est génétique, c'est-à-dire que le gamin est né avec sa maladie, quand on voit qu'on met parfois 10, 15 ans pour faire un diagnostic, il ne faut pas dire qu'on est bon, hein. Qu'on soit bon, pardon. Le mode de début, il y a un stress psychologique, modification des habitudes de vie. Ça peut très bien être une grossesse qui déclenche la maladie. C'est presque aussi fréquent que la sclérose en plaques. Pourtant, on en parle beaucoup moins. Alors, la narcolepsie, c'est un diagnostic clinique. Il suffit d'interroger le malade et on va y arriver. Le problème pour les médecins, c'est qu'il faut poser les bonnes questions. Si on ne pose pas les bonnes questions, la narcoleptique ne va pas répondre elle-même à ces questions. Elle vit avec cette maladie depuis qu'elle a l'âge de 5, 6, 7 ans. Donc pour elle, c'est normal. Si on ne va pas l'embêter dans ses retranchements, on ne fera pas le diagnostic. Il y a une hypersomnolence, somnolence quotidienne qui procède par vagues. Les gens qui ont une narcolepsie savent très bien qu'à 10h30, par exemple, il faut qu'ils aillent aux toilettes pour aller piquer leur roupillon dans les toilettes pour pas que le patron il se rende compte qu'ils dorment pendant leur temps de travail, et puis ils reviennent. Le plus bel exemple que j'ai à vous citer, c'était une dame qui travaillait dans une salle à peu près comme ici. Elles étaient 20 secrétaires. Elle était narcoleptique et elle savait très bien qu'à 10h, il fallait qu'elle aille aux toilettes. Alors, elle était douée parce qu'elle tapait plus vite que les autres, donc son patron ne s'est jamais rendu compte. C'est des accès de sommeil incoercibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lutter contre. Si jamais ils luttent, ils vont tomber. C'est un sommeil qui est réparateur, c'est-à-dire que quand ils ont fait leurs 10-15 minutes, quand ils se réveillent, ils sont contents. Et ça entraîne aussi un certain nombre d'automatismes. Alors, c'est des automatismes, c'est des paroles, mais c'est aussi des gens qui s'endorment au volant et qui prennent l'autoroute en sens inverse. Ça, c'est la première chose. Ça disait l'hypersomnolence. Deuxième chose, c'est la cataplexie. La cataplexie, c'est quoi? C'est le cerveau qui se met en sommeil paradoxal alors qu'il est encore éveillé. En sommeil paradoxal, on est tout mou comme une poupée de chiffon. Donc, quand ils font une cataplexie, ils tombent, mais comme une poupée de chiffon. Et une poupée de chiffon, ça ne casse pas. Si vous tombez et que vous faites ça, vous risquez de casser les poignets. Eux, ils ne se cassent jamais rien. Ils tombent en sommeil paradoxal. Ça peut avoir des durées très particulières. C'est déclenché par les émotions. Chérie, je t'aime. Ça nuit beaucoup à certaines relations. Voilà, ça c'est chérie, je t'aime, là je dors. Et comment dirais-je, il y a des accès de cataplexie. Est-ce que vous
Vous avez déjà entendu parler des états de mal épileptique. Bon, une crise d'épilepsie, ça dure 5 minutes, et après, le patient il se réveille, il s'est mordu la langue, il a fait pipi, etc. Et il se réveille normal. Il y a des gens qui font des accès de cataplexie, c'est-à-dire que c'est cataplexie, 1 minute d'éveil, recataplexie, etc. Là, ça commence à devenir assez dramatique. Alors là, vous allez avoir du mal à voir. Bon, c'est pas grave, c'est de l'accès de sommeil paradoxal en plein éveil. Narcolepsie, c'est un diagnostic clinique. Il y a des hallucinations hypnagogiques et hypnocompliques. Ça, c'est les médecins, ils aiment bien les mots simples. Hypnagogique, c'est l'endormissement. Hypnocomplique, c'est à l'intérieur de la nuit. Il y a ce qu'on appelle des paralysies de sommeil. Alors ça, c'est assez abominable. Vous vous réveillez, vous avez les yeux ouverts, vous êtes conscient d'être réveillé, vous ne pouvez pas bouger. Oui, ça c'est vrai. Ah ben, ça s'appelle une paralysie de sommeil. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et en général, on voit les murs s'effondrer. Et à ce moment-là, on vit son cauchemar en plein état éveillé. Ce que racontent les narcoleptiques, la plupart du temps, c'est un troupeau de buffles qui va vous ruer dessus. Et la dernière que j'avais interrogée, là, je n'ai pas pu garder mon sérieux. Elle, c'était un troupeau de nains de jardin qui venait l'embêter. Ben voilà, bien, bon, accès de rire incoercible. C'est vrai que on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vers nous. Oui. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. On veut essayer de bouger, mais non. Ah non, non, vous êtes dans votre cauchemar. Ouais, c'est vrai. Merci, je ne raconte pas que des bêtises. Ça provient de quoi là? Une minute. Alors, le sommeil est en général perturbé, latence d'endormissement diminuée, ils s'endorment très vite, nombreux éveils intrasommeil, ils ont des parasomnies, des somniloquies, ils parlent en dormant, et ça survient surtout dans le sommeil lent profond. Donc ça, c'est les paralysies de sommeil. Bon, là, on ne le voit pas sur l'image, on ne le voit pas bien. C'est un crocodile qui monte dans le lit. Diagnostic, essentiellement la clinique. On n'a pas besoin de faire des examens compliqués, ça ne sert à rien. Par contre, en polysomnographie, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des mouvements oculaires, bon, ça c'est du détail, et il y a un endormissement au sommeil paradoxal. Ça, c'est assez typique. Latence d'endormissement courte, il faut 2 endormissements en sommeil lent profond. Et il y a un typage HLA, c'est-à-dire un dosage sanguin qui va aller regarder les gènes, et c'est DR2, DWQ1 chez les Caucasiens. Chez les Asiatiques, ce n'est pas le même. Donc, vous avez ici un hypnogramme qui est normal pour un narcoleptique, et puis vous allez lui faire ce que je vous ai décrit tout à l'heure, des tests itératifs de latence d'endormissement. Et là, vous allez voir que dès le premier moment où on va lui demander d'aller se coucher et fermer la lumière, il s'endort directement en sommeil paradoxal, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, c'est évident que j'ai pris un exemple assez typique. Hein. Ça peut être moins typique que ça. C'est une maladie qui est plus ou moins handicapante, selon son degré de gravité et selon le patient. Il y a des états de mal cataplectique, j'en ai parlé. La cataplexie disparaît souvent en vieillissant. Bon, là, c'est pareil. Physiopathologie, de nombreuses hypothèses. C'est une altération du rythme circadien et du cycle veille-sommeil. Déclenchement des processus du sommeil en sommeil paradoxal toutes les 4 heures. Donc, c'est l'horloge biologique qui est déréglée. La somnolence, ça se traite avec du modafinil, c'est des amphétamines. La cataplexie, c'est des antidépresseurs. Là, il faut être un peu neurologue, moi, je ne prescris pas. Chez l'adulte, c'est de l'hérédité, toute simple. Chez l'enfant, il faut faire un scanner cérébral. Il y a certaines tumeurs cérébrales qui touchent l'hypothalamus qui peuvent donner ça.
Les autres causes d'hypersomnie, l'hypersomnie idiopathique, l'hypersomnie récurrente. Alors, l'hypersomnie idiopathique, ce sont des gens qui ont besoin de 12 heures de sommeil. Ils racontent tous plus ou moins la même chose, c'est qu'ils se mettent dans leur chambre 3 ou 4 réveils, mais à distance du lit. Comme ça, ils sont obligés de se lever pour aller appuyer sur le bouton. Et quand le réveil n'est pas assez loin, ils reviennent dans leur lit pour se coucher. Moi, j'avais une patiente qui était géniale. Elle habitait au-dessus d'un garage. Et pour pouvoir se réveiller, elle garait systématiquement sa voiture devant la porte du garage du garagiste. Donc, le mec, il klaxonnait comme un fou, il rouspétait, elle était obligée de se lever. Donc, ils trouvent chacun leur habitude. L'hypersomnie récurrente, ça, c'est des... Comment dirais-je? C'est comme l'encéphalite de von Economo. C'est en général toxique, c'est des poisons. Mais on en a quelques-uns. Les troubles du rythme circadien. Donc, les troubles du rythme circadien, il faut vous imaginer, vous prenez l'avion pour aller aux États-Unis. Donc là, si vous allez du côté de l'ouest, ça va allonger votre journée. Ce n'est pas trop grave, vous allez récupérer très vite. Par contre, quand vous allez revenir, là, vous allez raccourcir, vous allez devoir dormir alors que vous n'avez pas envie de dormir. Et là, on met 3-4 jours pour se remettre. Ça, ce sont les troubles circadiens. C'est le décalage horaire, c'est le jet lag. Vous avez dû entendre à la télévision les grands patrons américains qui, quand ils vont en Asie, à 8 heures du matin, ils sont au whisky. Et les ouvriers aussi. Et puis à 8 heures du soir, ils sont au petit déjeuner avec des croissants. Parce que pour ne pas être en jet lag, ils gardent leur habitude de vie. Sinon, là-haut, ils sont fatigués. Les troubles du rythme circadien. Les pathologies liées au travail posté, la désynchronisation en avance de phase ou en retard de phase. C'est-à-dire que leur horloge biologique, on les force à la dérégler. Et donc, ça entraîne tout un tas de pathologies. Nés des animaux diurnes, pas nocturnes. Le travail posté et les troubles de vigilance. Pathologies liées ou aggravées pendant le sommeil. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, bon, ça c'est ma grosse spécialité. Le syndrome des jambes sans repos. Ça, vous l'avez tous déjà eu. Quand il commence à faire chaud, ça se traite, hein, et ça se traite bien. Quand il commence à faire chaud, etc., c'est des fourmis dans les jambes. Le malade est obligé de se lever, de marcher dans sa chambre. Quand les fourmis ont disparu, il va se recoucher, il se remet au chaud, ça recommence. Donc ça nuit à l'endormissement. C'est pas que la nuit. Moi, je dis aussi, on pas l'après-midi, ça. Non, normalement, le syndrome des mouvements périodiques des jambes sans repos, c'est la nuit quand vous êtes dans votre chambre et dans votre lit. À ce moment-là, ce n'est pas un syndrome des jambes sans repos, c'est autre chose. Après, il y a les mouvements périodiques jambiers durant la nuit. En général, c'est plutôt les hommes. Et la madame, elle se lève avec des bleus le matin, parce que le mari, il a fait ça pendant toute la nuit. Ça nuit au rapport femme-homme. Les ronflements, c'est une pathologie liée aggravée pendant le sommeil. Les insuffisants respiratoires, pour ceux qui sont un petit peu obèses, dès qu'on les met dans leur lit, on voit la fonction respiratoire qui se dégrade. Ils perdent à peu près 30% de leur fonction respiratoire. Vous vous rendez compte que quand ils sont déjà sous oxygène parce qu'ils ont une déficience respiratoire, le fait de dormir, ça se rend compte. La ventilation nocturne des maladies neuromusculaires, c'est surtout les myopathies, les épilepsies durant le sommeil, les insomnies fatales familiales, ça c'est un truc encore qui a été découvert en Espagne, c'est des gens qui se mettent à avoir des insomnies, mais vraiment des insomnies. Là. Quand on les enregistre, ils ne dorment plus. En général, au bout d'un an et demi, ils sont décédés. Ça ne pardonne pas. Sommeil et mort subite du nourrisson. Pour l'instant, on est toujours à 3 points d'interrogation.
et les reflux gastro-œsophagiens, parce que ça s'aggrave durant le sommeil. Donc là, nous, on va surtout parler des apnées du sommeil. Bon, ça, c'était le début. Le syndrome d'apnée du sommeil. Les premières descriptions du syndrome d'apnée du sommeil ont été faites par Pickwick. Ça vous dit quelque chose, Pickwick? Dommage. Bon, c'est surtout un auteur littéraire anglais qui décrivait son valet. Son valet s'appelait Monsieur Joe. Et son valet, il faisait ça. Il est en train de balayer le couloir. C'est les premières descriptions du syndrome de Pickwick, de l'apnée du sommeil. Et pour la petite anecdote, Pickwick se décrivait lui-même. Ce n'est pas son valet qui était malade, c'était lui. Bon, petite anecdote. Donc, Dickens, en 1887, on rappelle que nous, on connaît le syndrome d'apnée du sommeil depuis 1995. Le syndrome de Pickwick, il n'y avait pas d'étude du sommeil. Et puis, notre petit copain, M. Guilleminot. Définition. Il y a deux choses. Il y a les apnées et les hypopnées. Apnée, pas de respiration. Je vais vous montrer après des images. Comme l'écran est petit, on a du mal. C'est pas grave. On va se débrouiller. Et l'index d'apnée-hypopnée, c'est-à-dire une hypopnée, c'est diminution de 50% du flux avec une perte d'oxygène au niveau du sang. Il est indispensable d'envisager le SES comme un syndrome avec des troubles respiratoires, de la commande et des voies aériennes supérieures et des troubles du sommeil. Il y a un retentissement diurne qui est lié au manque d'oxygène durant la nuit et lié au sommeil. Suivant. La prévalence, alors là les discussions sont énormes, parce qu'on n'a jamais réussi à faire des véritables études de prévalence. Tous les laboratoires de sommeil sont surbookés. Moi, avec mes 10 lits de sommeil, j'étais à 3 à 4 mois de délai d'enregistrement. Quand vous êtes malade et que vous venez voir un médecin et qui vous dit on fera le diagnostic dans 4 mois, de temps en temps, c'est difficile à faire avaler la pilule. Et ça se comprend. Hein. 20% méritent d'être traités. Grosso modo, ça fait 5% de la population qui devrait avoir une machine. On en est loin. Aux USA, 50 000 patients diagnostiqués, moins de 20%. En France, 130 000 cas prévus, on est à moins de la moitié. Le coût, ça coûte combien? Alors, la sécurité sociale nous est tombée sur le dos, en disant c'est bien, vos machines, vos masques, etc. Mais ça nous coûte à peau des fesses. Ouais. Alors, on a fait des études pour leur répondre. 25% des accidents autoroutiers sont liés à la somnolence. Alors, dans la somnolence, il n'y a pas que le syndrome d'apnée du sommeil. Il y a les camionneurs qui s'endorment, il y a les automobilistes qui veulent faire Nice, Lille en une seule fois. Mais il y a des trucs plus marrants, c'est l'analyse des catastrophes naturelles. Alors, c'est l'Exxon Valdez, c'est Tchernobyl. Et à chaque fois, c'est survenu vers 2-3 heures du matin, là où il y a des Belges vigilants. Il est certain que quand vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, rester éveillé à 2-3 heures du matin, c'est quasiment impossible. Donc, si vous avez un métier à risque, c'est un peu dangereux. Voilà. La mortalité. Alors, il n'y a qu'une seule étude, vous allez comprendre pourquoi on ne l'a jamais refaite. Il a pris des gens qui avaient des syndromes d'apnée du sommeil assez sévères, avec des index d'apnée-hypopnée. C'est quoi un index d'apnée-hypopnée? Vous prenez le nombre d'apnées que le patient a fait dans la nuit et vous le divisez par le nombre d'heures de sommeil. Vous avez le nombre d'apnées qu'il fait par heure. Au-delà de 30, ça commence à devenir sévère. Il avait pris des gens avec des index à 20 et il a regardé, bon, à l'époque, le traitement de l'apnée du sommeil, je vais vous faire bondir, c'était faire un trou ici. C'était assez brutal. Les gens avaient été
ils avaient une mortalité à 8 ans. Si je vous montre des différences à tel 6 traitements du SAS avec la PPC, on a 0. On ne propose même plus le traitement avant. 5 ans vasculaire de la GH qui n'est pas bien secret. Des accidents, des pathologies, 33% de causes inconnues. Les études rétrospectives, pas toujours facile. Physiopathologie, mécanisme des apnées. Alors, lorsque vous respirez, vous augmentez le volume de votre cage thoracique. Ça crée à l'intérieur une dépression, une pression négative. Cette pression négative se transmet au niveau du larynx. Le larynx reste ouvert et l'air rentre. Dans la physiopathologie du syndrome d'apnée du sommeil, c'est le larynx qui se laisse écraser par cette pression négative. Il s'écrase. Vous essayez de respirer, mais il n'y a pas d'air qui va. Mécanisme de l'apnée. Simpliste, mais comme ça, tout le monde se comprend. Les conséquences des apnées. Première conséquence sur le sommeil. Alors, vous avez ici une polysomnographie, 4 dérivations qui enregistrent le cerveau et l'activité musculaire au niveau du menton. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de respiration. La respiration, elle recommence ici, avec les mouvements abdominaux, les mouvements thoraciques. Il y a un micro-réveil au niveau de l'électroencéphalogramme et au niveau des muscles. Dans la majeure partie des cas, pour sortir de l'apnée, il y a un micro-réveil. Donc, vous imaginez bien que ça nuit énormément à la structure du sommeil. Augmentation de la pression intrathoracique. Bon, ça gêne le retour veineux, ça, c'est pas la peine. Des désaturations, action sur les différentes hormones qu'on sécrète normalement durant le sommeil, hypertension artérielle et insuffisance cardiaque. Alors, vous avez ici des exemples de... Oh, je peux éteindre ? Essayez de prendre cette structure. Alors, vous avez ici l'apnée. Là, le malade respire. Et là, il est en... Le malade il respire normalement. Vous voyez ici 97 à 75. Il n'est pas bleu. Je ne plaisante pas quand j'ai été obligé d'infirmière des infirmières. 8h du matin, quand vous voyez un patient qui fait ça, pour le réveiller en disant qu'il faut respirer. C'est ce qu'elle. Mais bon, je ne m'étais pas rendu. Le sommeil, ça, on en a déjà parlé. Le rôle du sommeil paradoxal. Si, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Le rôle du. À mes études. J'ai embêté toute la fin d'après-midi. Si vous avez trouvé l'exposé parfaitement fatigant, etc. Cette nuit, pour vous venger, dans votre sommeil paradoxal, vous allez m'imaginer tout petit, vous très très grande, et puis vous allez faire ça. Vous allez venger votre cerveau. Le sommeil paradoxal, ça sert à ça. Et les gens qui ne font pas de sommeil paradoxal, en général, sont des schizophrènes. Donc, c'est quand même pas rien de ne pas faire du sommeil paradoxal. Oui, ça, c'est les désaturations durant le sommeil. Ça, c'est les... Alors, quels sont les signes cliniques du SAS? Le premier des signes cliniques, c'est la somnolence passive. Le deuxième, c'est la somnolence active. Alors, ça, c'est un exemple.
J'ai l'accord de la malade pour avoir fait sa photo. Donc, je lui ai dit, je vais vous prendre en photo. Bon, le syndrome d'apnée du sommeil, dans 30% des cas, ce sont des gens qui sont obèses. Elle était en plus sous l'oxygène. Quand je lui ai dit que j'allais lui prendre une photo, elle a dit, oui, oui, attendez, je vais mettre ma belle robe. Donc, elle a été mettre sa belle robe. Et le temps que je règle mon appareil photo, pourtant, je ne suis pas un branle. Je me connais un peu, quoi. Le temps que je règle mon appareil photo, elle était partie. Ça, c'est la somnolence passive. La somnolence active, c'est les camionneurs, ou les gens qui roulent en voiture et qui s'endorment. Je veux dire que c'est fréquent. Ça, c'est l'échelle d'Epworth, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, avec un interrogatoire. Est-ce que vous avez des chances de piquer du nez quand vous êtes tranquillement assis à table, etc. Ensuite, vous avez des troubles de mémoire. Comme ils dorment très mal, ils ont des troubles de mémoire, c'est normal. Qui suis-je? Où suis-je? Où vais-je? Des troubles du caractère, des troubles psychiatriques, des céphalées matinales et des troubles de la libido. Ça marche très bien chez l'homme. En leur disant, si vous mettez bien votre machine, ça va fonctionner. Je vous donne tous mes petits trucs. Hein. Alors, les signes nocturnes, c'est les ronflements. L'homme ronfle plus que la femme. On verra après les mécanismes. Alors, c'est des ronflements qui sont très particuliers. Et plutôt que de vous faire un long discours, je vais les mimer. Donc, le patient ronfle. D'un seul coup, ça redémarre. En général, ça redémarre avec un éveil, donc il bouge. Donc ça, c'est les ronflements. Voilà, je ronfle. Agitation nocturne, parce que quand il se réveille, il bouge. Somnambulisme, hypnagogie, bon, je suis un peu phallocrate. Alors, examen clinique. 1, l'obésité. Le message qu'on a le plus de mal à faire passer, c'est qu'il n'y a que 40% d'obèses quand on prend une population de syndrome d'apnée du sommeil. Par contre, quand on prend des obèses, là, il y a 70% de SAES. Mais l'important, quand on fait de l'épidémiologie, c'est qu'on compte. Des anomalies ORL. Donc là, vous avez le voile du palais, l'épiglotte. Et là, c'est les amygdales. Et vous voyez, le seul endroit où on peut respirer, c'est par ici. Comme il a du mal à respirer, il augmente sa dépression intrathoracique, parce qu'il y a ses nerfs qui rentrent. La pression intrathoracique devient énorme en dépression au niveau ORL, et la harne se perd. Les signes associés, c'est moins important. La spécificité des signes cliniques, elle n'est pas terrible. C'est-à-dire que grosso modo, quand on interroge bien un patient, on a 40% de chances de se gourer. Donc, dès qu'on sent qu'il y a possiblement quelque chose, il faut enregistrer. Alors, les formes selon l'âge, les formes de l'enfant et les formes chez le vieillard. Parce que quand on est vieux, on commence à avoir une baisse du tonus musculaire au niveau ORL. Les formes suivant le sexe, l'homme supérieur à la femme, mais à la ménopause, on rejoint notre égalité. Bon, ça, c'est les formes de l'enfant. Les formes associées à une pathologie pulmonaire, dès que vous avez une pathologie pulmonaire, vous allez augmenter le travail respiratoire et la dépression intrathoracique. Et donc, vous allez aggraver le syndrome d'apnée du sommeil. Les formes associées à une pathologie endocrinienne, c'est l'hypothyroïdie. Quand on est hypothyroïdien, on a un myxœdème, on a un œdème des voies aériennes supérieures. Donc, la filière ORL, elle devient plus étroite.
L'acromégalie. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, c'est bon. Voilà. L'acromégalie sont des gens qui sécrètent de la GH, mais à l'état adulte. Et donc, ils vont devenir simiesques, comme des singes. Ça pousse ici. Ah oui. En général, ils retirent leur alliance parce que les doigts ils sont boudinés, ils vont augmenter. Et ils changent de pointure de chaussure. Si vous avez ça dans votre entourage, il faut appeler le médecin. Les formes médicamenteuses. Alors, la plus importante, c'est les hypnotiques. Tous les médicaments qui sont hypnotiques, qui sont donnés pour soi-disant dormir, ça baisse le tonus musculaire. Donc, le malade, il vient voir son spécialiste du sommeil en disant « je dors mal ». Si le spécialiste du sommeil lui donne des hypnotiques et qu'il ne l'a pas enregistré, il l'envoie directement en réanimation. Médecin généraliste, pareil. Les hypnotiques, les somnifères et autres. Alors ici, vous avez des cercles. Vous avez les gens obèses, les gens insuffisants respiratoires et les gens qui ont un SAS. Puis vous avez des gens qui n'ont rien compris et qui ont les trois. Obèse, insuffisance respiratoire et SAS. Là, il risque le moins. Les formes avec des apnées centrales, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est compliqué. Il y a des syndromes d'hypopnée du sommeil, c'est-à-dire que les gens ne font pas d'apnée, ils font que des hypopnées. On a mis 5 ans avant que la sécurité sociale n'accepte de les appareiller. Et puis, il y a un autre syndrome, qui est le syndrome des résistances élevées des voies aériennes. C'est encore M. Guilleminot qui l'a découvert. En fait, la respiration, elle est normale. Et puis, d'un seul coup, ça fait ça. Comme s'il était à moitié étranglé. Ça déstructure le sommeil exactement de la même façon que des apnées. Ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et puis, vous avez des gens, j'aurais éteint la lumière, qui font des syndromes d'apnée du sommeil très sévères. Comment ça fait loin? Là, vous avez la respiration, et vous voyez. Voilà. Là, il y a une apnée, une deuxième apnée, une troisième apnée, une quatrième apnée, une cinquième apnée en 4 minutes. C'est 5 apnées en 4 minutes. Merci. Alors, la polysomnographie. Il faut analyser le sommeil. Pour analyser le sommeil, il faut des électrodes au niveau du crâne. Il faut des électrodes au niveau des yeux. Il faut un capteur pour calculer la respiration. Il faut des électrodes au niveau du menton pour le tonus musculaire. Il faut un micro pour analyser les ronflements. Il faut une sangle thoracique, une sangle abdominale et un doigt dans la pince. Un ECG. Alors, bon, la photo est prise volontairement en noir et blanc, mais si on n'explique pas bien au sommeil, aux patients ce qui va lui arriver, quand il se voit arriver dans une chambre comme ça, il se va en courant. Donc ça, c'est les études modernes, mais il y a quelques années, on en était là. On a quand même fait quelques progrès. Bon, ça, c'est des exemples de... Surtout, retenez ça, c'est la respiration normale. Quand on respire la nuit, on a une respiration très régulière. Si la respiration n'est pas régulière, il faut venir consulter. Et vous voyez qu'ici, il y a des apnées qui sont assez impressionnantes. 96 secondes d'apnée. Oui, ça commence à devenir assez énorme. Et ça, c'est mon record, 114. Là, en général, là, les infirmières, elles craquent. Elles vont dans la chambre. Et je les comprends. Bon, ça, c'est les événements respiratoires. Ça, c'est des micro-réveils
lié à un syndrome des résistances aériennes. Vous voyez ici la respiration normale, puis là, la respiration, elle s'écrase. Et donc, il crée un micro-rayonnement. Pour vous dire aussi que le dépistage uniquement avec les pinces, ça ne marche pas, parce qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle des asynchronismes thoraco-abdominaux. Là, vous voyez les mouvements abdominaux, et le patient, il respire comme ça. Et là, dans ce cas-là, il désature, parce qu'il n'y a pas assez d'air dans les poumons. Les troubles du rythme. Alors, l'examen polygraphique du sommeil, ça, on en parle beaucoup, parce que ça peut se faire à domicile. La polysomnographie, ça peut se faire à domicile. Ça va, je suis dans le temps. Il y a une seule étude qui montre qu'on peut faire des polysomnos, c'est-à-dire toutes les électrodes à domicile. Et l'étude, c'est une étude belge. Donc, il y a beaucoup de pneumologues qui la citent en exemple en disant on peut très bien faire ça à la maison. Oui. Le problème, c'est que quand on regarde l'étude, il y a un technicien payé par l'hôpital qui va au domicile du patient à 22 heures pour le brancher. En France, quand on fait des polysomnographies à domicile, le patient vient à 17 heures à l'hôpital, on lui colle ses électrodes, il reprend sa voiture, il arrive chez lui, il mange, il regarde la télé, puis il va se coucher. En général, il y a 30% des électrodes qui sont décollées. Vous compreniez pourquoi ici à la clinique, on ne fait pas de polysomnographie à domicile. Donc, la polygraphie, ça consiste à avoir uniquement les signaux respiratoires. Cette polygraphie, lorsqu'elle est très positive, avec des index à 40, 50, ça va. Quand vous avez des index à 25, il faut faire une polysomnographie. Moi, le problème que j'avais, et encore une fois, on ne l'a pas pour l'instant ici, ça va venir, j'y crois, c'est que j'avais 4 mois de délai. Donc, vous venez me voir, je vous dis, je vais vous enregistrer dans 4 mois. 4 mois après, vous êtes content, vous avez fait votre enregistrement, et je vous dis, ce n'est pas suffisant, je vous réenregistre dans 4 mois. En général, bon, je me faisais un peu engueuler. Et encore une fois, ça se comprend. Donc, voilà ce que c'est qu'une polygraphie à domicile. Bon, les hypersomnies, c'est le diagnostic différentiel. Les règles du traitement du syndrome d'apnée du sommeil. Maigrir, ne pas prescrire les saloperies de médicaments, diminuer l'alcool, supprimer le tabac. Le tabac, ça entraîne un œdème des muqueuses. Donc, ça aggrave le syndrome d'apnée du sommeil. Traitement médicamenteux. Le premier qui était génial, c'était la progestérone. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus de SAS chez l'homme que chez la femme. Donc, on a dit, on va prendre les hormones féminines, puis on va les donner chez l'homme. Génial, ça marche. 3 mois. Au bout de 3 mois, le bonhomme, il a pris 20 kilos, il est transformé en bœuf, et son syndrome d'apnée du sommeil, rien pareil. Ce n'est pas une bonne solution. Les autres médicaments qu'on avait essayés, c'est surtout la lumitrine. C'est des stimulants de la respiration, ça ne marche pas. L'oxygénothérapie. On va leur mettre de l'oxygène, ils vont faire des apnées, mais ils ne vont plus perdre d'oxygène. Ils ne vont plus désaturer, donc ils vont aller mieux. Non. Ce qui se passe quand on met un syndrome d'apnée du sommeil sous oxygène, c'est qu'on augmente la durée de l'apnée. L'organisme réagit lorsque l'hypoxie est trop importante, le cerveau se réveille et on reprend la respiration. Si on retarde cette désaturation, l'organisme se réveille pas. Suivante. Alors, le traitement. Si vous permettez, je vais retirer ma veste. Donc, le traitement, c'est d'obliger le larynx à rester ouvert. Donc, on va mettre un masque et puis un générateur de pression et on va souffler une pression positive dans le larynx. Le larynx, il va rester ouvert. Ça s'appelle une pression positive continue. Un générateur de pression, une tuyauterie, un masque, un humidificateur
humidificateur, merci. Il y a deux types de générateurs. Il y a la pression positive continue. En général, c'est avec ça qu'on commence. C'est vulgairement un moteur d'aspirateur monté à l'envers. Chez des gens qui ont du mal à le supporter, on va mettre deux niveaux de pression. Lorsque le patient va inspirer, la machine va souffler à 14. Lorsque le patient va expirer, elle va souffler à 4. Beaucoup plus facile à supporter. Pour vous donner un exemple, à 14 cm d'eau de pression, vous roulez en voiture à 60 km/h, vous mettez votre tête dehors. Ça souffle. Hein. Dormir avec la tête dehors. Bon. Donc, les générateurs de pression. Les masques. Donc là, vous avez un masque nasal. Là, vous avez un masque narinaire. C'est deux espèces de tétons qui rentrent. Là, vous avez des masques naso-buccaux. Il y a beaucoup de gens qui respirent la bouche ouverte. Le fait de leur mettre une pression sur le nez alors qu'ils ont la bouche ouverte, c'est pas ça qui va augmenter la pression à l'intérieur de la narine. Alors à ce moment-là, on peut essayer de leur mettre des mentonnières. Un menton ici qui est un élastique. Commence à faire chaud la nuit avec un truc pareil. Donc vous voyez des masques, il y en a un peu de toutes les formes. Ça, c'est les masques narinaires. Les masques nasaux, pardon, et narinaires. Alors, vous avez des gens qui sont beaucoup plus difficiles à appareiller que d'autres. Et puis, vous avez des cas complètement impossibles. Ça ne sera jamais étanche. Donc, lui, ce n'est pas compliqué. Il se rase et il meurt. C'est un peu brutal, mais... Efficacité, disparition des apnées, 70 à 100% des cas. Restructuration du sommeil, disparition des signes fonctionnels, baisse de la tension artérielle, diminution de la mortalité. C'est quand même relativement efficace. Donc, quoi est content. Effet indésirable, très peu. Si on a bien expliqué au patient, il faut prendre du temps. Pas uniquement le technicien, il faut du temps médical. Blessure au niveau du masque. Alors ça, c'est l'horreur. Si le masque est mal réglé et appuie trop fort, la peau au niveau des os du nez, ici, là où ça fait mal, 3 jours et il y a un escarre. Et à ce moment-là, si vous mettez le masque sur l'escarre, c'est suicidaire. Suivi à 5 ans, 70% à 90% des patients font bien leur machine. S'ils font bien leur machine, ce n'est pas pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à leurs spécialistes du sommeil. C'est parce qu'ils ont tous fait la même chose. Ils disent j'en ai marre, j'arrête. Et le lendemain matin, ils se lèvent. Ils disent, oh putain, je suis malade, j'ai pas bien dormi. Ils sont arrivés très progressivement à 40 apnées par heure. Donc, ils arrivent à peu près à vivre correctement avec leur apnée. Le jour où on les traite, ils disent c'est absolument génial, je suis en pleine forme. Le jour où ils retirent leur masque, ils retombent directement avec leur 40. Et là, le vécu est très dur. C'est pour ça qu'ils font soigneusement leur machine. Alors, ça, c'est un très bel exemple. Ça, c'est la mise en place d'une PPC chez un patient. Donc, vous voyez un sommeil qui est à peu près normal. Et ici, c'est les événements respiratoires. Il n'y en a presque pas. Puis là, il est 3 heures du matin. Il a une insomnie qui va durer 1h30, 2 heures. Donc, il retire son masque. C'est tout à fait normal. Le problème, c'est qu'il est enregistré. Et vous voyez ici le nombre d'événements respiratoires qui réapparaissent immédiatement. La PPC avec les masques, c'est une prothèse. Vous avez la jambe coupée, vous mettez votre prothèse, vous arrivez à marcher, vous retirez la prothèse et vous cassez la figure. Pareil. Qu'est-ce qu'il y a comme autre traitement? Un des autres traitements, c'est la prothèse d'avancée mandibulaire. Ça consiste à mettre, vous avez déjà vu des boxeurs qui mettent comme protège-dents, pareil, une en haut, une en bas, et on va mettre des espèces de petites clavettes qui vont avancer le maxillaire inférieur. Il faut que ce soit fait par un professionnel dentaire.
Parce qu'on a ici ce qu'on appelle l'articulé temporomaxillaire. Et si vous tirez trop dessus, vous allez créer une arthrite. Dans tous les bons bouquins de médecine, ils marquent que la douleur de l'arthrite temporomaxillaire est suicidaire. Donc, pas confier ça à n'importe qui. L'uvulopalato-pharyngoplastie. Encore une fois, les médecins aiment bien les mots simples. Alors, j'ai fait un petit schéma. Ça consiste à coupler le voile du palais et les deux amygdales. C'est une intervention qui est douloureuse. Et c'est pour ça qu'elle a eu du succès il y a quelques années. Maintenant, elle ne se fait quasiment plus, sauf quand il y a des grosses anomalies ORL. Hein. Quand il n'y a pas d'anomalie, on ne fait pas. Qu'est-ce qui se passait? Les gens avaient tellement mal qu'ils ne mangeaient plus. Ils perdaient 10 kilos. Leur syndrome d'apnée du sommeil était nettement amélioré. Au bout de 15 jours, un mois, ils avaient plus mal, ils remangeaient, et on voyait apparaître le syndrome d'apnée du sommeil. Donc ça ne fonctionne pas. La glossopexie, ça consiste à diminuer le volume de la langue, à ne jamais faire, parce qu'après, vous avez une insuffisance vélaire, c'est-à-dire que quand vous buvez un verre de Coca-Cola, ça passe par le nez. C'est désagréable. Il y a la chirurgie mandibulaire. Ça consiste, alors accrochez-vous à votre siège, hein. On casse le maxillaire supérieur, on casse le maxillaire inférieur, on va chercher des bouts d'os dans les hanches, on greffe les bouts d'os et on avance les deux maxillaires. Je vous ai dit accrochez-vous. La chirurgie est absolument indolore. Ça fait pas mal. C'est très curieux, mais quelques malades qui l'ont eu, ça fait pas mal. Il y a un gros souci. C'est qu'on a ce qu'on appelle notre articulé dentaire, qui est précis au millimètre. Et donc, il faut des soins d'orthodontie. Il y en a pour 4 500 euros, et ce n'est pas pris en charge par la sécurité, alors que la chirurgie est prise en charge. Il y a un problème esthétique aussi. Vous imaginez bien que actuellement tous les stomatos qui font ça ont un programme et ils vont vous montrer votre visage avant, après. Il y a beaucoup de gens qui repoussent l'intervention à cause de ça. Les conclusions du SAS, fréquence difficile à chiffrer, surmortalité certaine mais difficile à évaluer, invalidant sur le plan socio-économique, ça coûte vraisemblablement la peau des fesses, nécessité de centres du sommeil spécialisés, c'est ce qu'ils sont en train de créer ici. Qui faut-il enregistrer? Qui faut-il dépister? Longue indifférence, hein. Et c'est une maladie pluridisciplinaire, anesthésiologie, cardiologie, endocrino, neurologue, ORL stomato, réanimation, pneumologue. Voilà, et on terminera avec les parasomnies. Alors, dans les parasomnies, il y en a pas mal. Les somniloquies, c'est les gens qui parlent en dormant. Habituellement, c'est incompréhensible. Mais de temps en temps, c'est un véritable discours. Les rythmies nocturnes, ça c'est ce qu'avait mon fils. Il se mettait à 4 pattes dans son lit et il tapait avec sa tête. Quand on regardait à combien il tapait, c'était 70. C'est le rythme du cœur de sa maman quand il était à l'intérieur de son ventre. Les bruxismes, c'est les gens qui grincent des dents. C'est très désagréable et ensuite ça use très vite les dents. Les pathologies du sommeil lent profond, somnambulisme, terreur nocturne, confusion d'éveil. Bon, ça vous connaissez, terreur nocturne, chaque femme, chaque papa qui a des enfants, il y a des réveils nocturnes. Les sommeils paradoxaux, c'est les cauchemars et les troubles du comportement en sommeil profond. Alors ça, si vous avez envie de vous débarrasser de votre concubin, vous venez me voir, on vous fait une polysomnographie, j'aboutis au diagnostic de troubles du sommeil en sommeil lent profond, et le lendemain, vous prenez un couteau de cuisine et vous l'assassinez sauvagement. Sauvagement, c'est 40 coups de couteau. Hein. Ah oui. Sinon, on n'arrivera pas à faire passer le diagnostic. Et ça arrive souvent. Enfin, ça arrive souvent. Le dernier... Ah non, les gens qui sont assassinés dans leur sommeil, ici. Ah oui.
En France, il y en a une vingtaine par an. Ah oui, oui, non, c'est pas rien. On ne peut pas faire ça en Russie, écoutez. Hein? On ne peut pas faire ça en Russie, écoutez. Il faut qu'il accepte de venir nous enregistrer. Évidemment, ça se négocie. Bon. Voilà, ça c'est le somnambulisme. Et ça, c'est les petites curieuses de Fragonard. Et c'est pour ça que j'adore le sommeil. Tous les ans, il y a un congrès de sommeil. Le premier que j'ai fait, on était 50, 60. Maintenant, on est 3000. Et tous les ans, il y a des découvertes fondamentales importantes. Donc, ça bouge tout le temps. Et ça, pour un médecin, c'est passionnant. Je vous remercie de votre attention. Oui, oui. Répondre à vos questions. Alors, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les fourmis dans les jambes. C'est ça, et puis aussi comme j'ai dit, la corridor. Les éveils, les paralysies d'éveil. Oui, ça, on ne va pas faire une consultation devant tout le monde. Ah non, vous allez voir, prendre votre téléphone et puis revenir me voir. Et on fera ça après. Votre délai de consultation, il y a combien? Actuellement, ici à la clinique, ça commence, hein, ça débute. Donc, les délais d'enregistrement, ça doit être 3-4 jours. Et mes délais de consultation, je fais 1 à 2 consultations par mois. Sauf quand je suis en vacances, et comme je suis en retraite, je pars en vacances. C'est un peu dans le midi. Mais je continue à lire des policiers nouvelles. On peut le faire ici alors. Tout à fait. Vous avez le numéro de téléphone sur le. Vous parlez de l'effet de l'établissements sur le sommeil. Ouais. Ça dégrade la qualité du sommeil. Mais bon, les cardiologues, quand ils mettent des méthodes-volcans, ils ne peuvent pas trop faire autrement. Bon, moi, mon travail dans une conférence sur le sommeil, c'est de dire que si vous dormez moins bien depuis les bêta-bloqueurs, c'est à cause des bêta-bloqueurs. En général, au bout d'un 2-3 ans, le problème va se régler tout seul. Oui, ça fait plus de 10 ans. Donc, a priori, ça devrait être très bien. Vous parliez tout à l'heure de l'hypothyroïdie et de l'obésité. Le problème, c'est que je suis toujours dans la thyroïde, on a bien du mal à couper le fond des ailes et on n'arrive pas à perdre de poids, mais maintenant, Tant que vous n'êtes pas équilibré au niveau de votre thyroïdie, vous n'arriverez pas à faire vivre. Mais bon, je suis spécialiste du sommeil, je ne suis pas endocrinien. Mais bon, je suis appareillée pour la sommeil aussi. Et j'ai l'hypertension intracrânienne idiopathique. Pas mal. Oui, on va faire. Donc, est-ce que ça justifie aussi de pouvoir venir voir en consultation et de faire. Il y a quelqu'un qui vous a mis votre machine. Oui, ça a été fait. Oui, non, mais dites-toi non. Vous êtes contente ou vous n'êtes pas contente? Oui, j'en suis contente. Le problème, c'est que, si vous voulez, je dors que 2 à 3 heures par nuit. Donc, ah non, pas bon. Donc, vous n'êtes pas équilibré. Voilà. Donc, c'est pas bon. Donc, ou vous retournez voir votre pneumologue, ou bien vous prenez un rendez-vous avec moi ou avec Madame Rich. Et les antidépresseurs, c'est pas possible? Ah, surtout pas. Moi, j'en ai pris pendant 20 ans. J'ai dû arrêter parce que j'avais un problème de cœur. On me l'a changé depuis 100 mois. Je suis plus bien. Je suis plus la déprime. Je dors plus. Je dors pas 3 heures. Ça nuit énormément à la qualité du sommeil, ça c'est clair. Et là, elle l'a arrêté il y a une semaine. Le temps que votre rythme circadien, votre horloge se remette en route, oui, ça va prendre du temps. Hein. Ah oui. Comptez 6 mois, 1 an. Comment? 6 mois, 1 an. 1 an et demi, je pense. Ah oui. Est-ce qu'il y a des somnifères, des cauchemars, tout ça? Vous savez ce que je pense des somnifères. Hein. Oui, oui, c'est ça. Il ne faut pas être beaucoup plus clair. Hein. Et vous croyez qu'à
verrouillé, on pourrait moi je dors 3 heures, maximum 3 heures, et j'ai pas un cachet. Après ce cachet est fait, c'est fini. Je me suis réveillée. Je me suis réveillée, et là, vous voyez, j'étais réveillée, il était 3h10 ce matin, et j'étais couchée, il était 11h30, oui, parce que j'ai dormi à peine 4 heures. Mais pour mon cachet, parce que j'ai pris mon cachet, je suis balayée. Ah bah oui, c'est comme si vous vous donniez un coup de maître. Hein. C'est à peu près pareil. 3 heures après, je suis réveillée. Ah oui, il faut vous redonner un coup de maître. Hein. Non, mais il ne faut pas. Tombez pas là-dedans. Mais ça fait des années, parce que j'ai fait de la dépression. Oui, mais je suis bien d'accord, mais. Et j'ai été obligée. Quand vous avez un pneu crevé que vous mettez la bombe, j'ai diminué. Vous amenez tout de suite le pneu au réparateur pour qu'il fasse une bonne réparation. Si vous continuez à prendre des médicaments. Le médicament a été diminué en dosage. Ouais. C'est pas assez. Alors, est-ce que vous croyez que si je fais, quand je suis appareillée ou bien n'importe si je fais de l'apnée du sommeil, que j'aurais plus besoin de ce médicament? Vous prenez un contact avec un spécialiste du sommeil et puis on verra bien. D'accord. Ok. C'est pareil pour nous, pour la nuit de la dépression, on était dépressés. C'est pareil. C'est pareil, si vous êtes fatigué dans la journée. Dans la journée, je suis fatiguée. Oui, non, il faut. J'ai même des problèmes dans les. Il faut vous enregistrer. Il faut vous enregistrer. Tout ce qui est antidépresseur, ça diminue le tonus des muscles ORL et ça aggrave le syndrome d'apnée. J'ai des accidents. On peut faire une consultation? Non, mais c'est bien. Non. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, que quand on dort pas beaucoup, on grossit. Ah bah oui. Je peux vous dire que c'est. Non, comme je disais tout à l'heure, je ne raconte pas que des outils. Mais c'est vrai. On a jamais visité. Ah, tout à fait. Alors après, on aura peut-être une semaine, on aura peut-être moins de sommeil. Voilà. C'est un cercle vicieux. Je suis là pour le casser. Mais lorsqu'on n'arrive pas à dormir, parce qu'on doit faire, si on n'est pas propre, on peut pas prendre le sommeil du ciel. Il faut aller voir un spécialiste du sommeil. Ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes. Il va vous mettre dans une poêle et puis allumer le feu en dessous. Et puis, comme ça, on va avancer. Je ne vais pas vous faire une consultation ici. Non, sinon vous y allez. Ah oui, puis voilà. Moi, je sais que dans les quelques heures de sommeil, comme je parle beaucoup, je donne les numéros de téléphone. Tant que ce n'est pas les numéros de carte bleue, ça va. Ensuite, c'est des cauchemars. Alors, des cauchemars, c'est des meurtres, des viols, en fait, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Votre cauchemar est représentatif de ce que vit votre cerveau. Donc, s'il y a une histoire de viol, de machin, etc., c'est que c'est une de vos angoisses. Point. Parce qu'on voit la télévision. Voilà, par exemple. Voilà. Vous avez besoin d'un spécialiste du sommeil. Oui, bah, c'est tout ce que j'ai dit dans l'insomnie. C'est pour la solution. Donc, on téléphone directement à la clinique. Ouais. Rendez-vous avec nous. D'accord. Et comment ça marche pour les démarches pour la prise en charge tout ça? C'est parfaitement pris en charge par la clinique. Quel est l'environnement idéal? C'est un lit d'hôpital. Il faut qu'il y ait le moins de bruit possible, oui. Dans un hôpital, moi, dans l'hôpital où j'étais, de temps en temps, le service était séparé avec un service de chirurgie. Il y avait un problème chez un monsieur en post-opératoire. Là, les infirmières, elles agissent pour le patient qui est malade, et ça perturbe énormément la condition de nous. Le mieux, c'est d'avoir vraiment un laboratoire de sommeil. On n'a pas les moyens. Ça existe en fait? Oui, à Lille, il y en a un. 12 lits, suivi par Madame Monaco. Et ça n'est que du sommeil.
Là, il n'y a en général pas de bruit. Sauf les ambulances qui arrivent à l'hôpital. Hein? Le fait de ne pas pouvoir s'endormir. Oui. Parce que moi, je suis pas peur. Je me touche à déjà. Vous avez besoin d'un spécialiste du sommeil. Ça vient jusqu'à 2, 3 heures du matin. Et après 2 heures, je me réveille jusqu'à 9 heures du matin, 8 heures du matin. C'est une insomnie psychosomatique. C'est une insomnie psychosomatique. Je ne prends pas de médicaments, rien du tout. Non, il faut pas. Médicaments, mais je suis très heureuse dans mes alors, voilà, c'est une question. Bah oui. Mais on se réveille, on a des suées. Ah oui. Moi, j'ai pas le cœur. Moi, je ne peux même pas rester au lit. Je me lève. Ah oui. Je me lève carrément. Moi, j'ai un peu mal aux jambes. C'est vrai que ça m'arrive parce que je m'endors pas, ça frappe pas les jambes. Mais voilà, Non, je ne peux pas faire une consultation. Non, c'est bien. Donc, vous allez avoir des clients. Moi, je prendrais aussi, voilà. Et j'ai été opérée de Vous avez un bilan thyroïdien normal? Comment? Votre bilan thyroïdien est normal? Jusqu'à maintenant, oui. Bon, c'est bon. La PSA, c'est le docteur est normal. Bon, c'est parfait. Vous êtes équilibré. Donc, ce n'est pas votre thyroïde qui vous dit du tout. Les acouphènes peuvent empêcher de dormir. Ah, les acouphènes, oui, ça empêche de dormir. Ça, c'est plutôt Madame Richer qu'il faut aller voir. Il y a des questions sur un... Non, il y avait juste simplement une demande de numéro de téléphone que j'ai communiqué. Donc, 03 91 92 50 03. C'est très bien. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. C'est captivant aussi. C'est vrai. C'est peut-être des mots et tout ça, peut-être pas bien enregistré.